Bonjour Talimo, c'est parti, des conseils, des infos pratiques en termes d'immobilier. C'est ce qu'on vous propose encore une fois aujourd'hui avec la rubrique Parole de notaire. Dans quelques instants, on vous donnera des conseils si vous voulez aider vos enfants à devenir propriétaires. On aura aussi notre expert, un pépiniériste. On parlera des jardins d'hiver. On aura aussi un reportage sur cette thématique. On va avec Hervé. Bonjour Hervé Nicolo, vous êtes courtier immobilier. Parler dans quelques instants de la renégociation du crédit. Je crois que c'est le moment. Oui, tout à fait. Mais on en parle dans un instant. Là, c'est D'accord. juste le teasing. Parce qu'on commence tout de suite et en parlant de crédit avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. Tu nous proposes la météo Immonote et on commence avec la météo des taux de crédit. La météo des taux et des prix. Eh bien, on peut dire que l'anticyclone est bien présent sur la France puisque les taux de crédit ont atteint des niveaux records. Ils sont passés sous la barre des 2,5%, toutes durées confondues. Et si on emprunte sur 15 ans, on est en dessous de 2,40. Donc, c'est des valeurs intéressantes. Lorsque l'on regarde la carte de France, eh bien, on enregistre une minimale de 2,25% en région sud-ouest et une maximale de 2,35 dans le sud-est, l'est ou encore l'ouest de la France. Donc on est toujours bien en Limousin, dans la région sud-ouest, Voilà, dans les plus bateaux. Alors on se rend compte que c'est un bulletin radieux pour tous les porteurs de projets immobiliers. D'une part pour les primo-accédants qui désormais ont accès au marché immobilier, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis pour tous les acheteurs qui peuvent emprunter à un coût de crédit 2 fois moins élevé qu'il y a 5 ans. Ce n'est pas neutre. Alors quelles sont les prévisions? Pas de hausse prévue à l'horizon, donc allez-y, c'est le moment de se lancer. Allez-y, achetez. Et concernant la météo des prix immobiliers, Christophe? Alors c'est le calme plat, donc les prix sont plutôt stables, voire baissiers depuis le début de l'année, de 1 à 3% en fonction des régions. À noter effectivement qu'il y a des disparités importantes. Si vous avez un budget de 200 000 euros, vous pourrez acheter un petit studio à Paris, un appartement de 60 mètres carrés à Bordeaux ou un grand appartement de 160 mètres carrés à Limoges. Voilà, ou Donc, presque un château voilà. à la campagne en Limousin. Sinon, au niveau de la tendance, à noter que la panne de croissance pèse relativement sur le prix de l'immobilier, ce qui se traduit par des prix beaucoup plus sages qui intéressent fortement les acquéreurs, mais ces derniers se montrent quand même sélectifs. Ils préfèrent des biens de qualité, à savoir donc sans défaut, donc le marché est quand même dans leur camp. Et ouais, Voilà. dans le camp des acheteurs. Et quelle est la tendance du marché dans les semaines, mois à venir? On pense que les prix devraient continuer à légèrement baisser et le volume de transactions légèrement repartir à la hausse. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant pour les acheteurs. Est-ce que du coup, Hervé Nicolo, est-ce que c'est le moment peut-être de renégocier son crédit si on est déjà propriétaire et qu'on a acheté peut-être il y a 5 ans? Oui, effectivement, la renégociation ne présente un intérêt que si les conditions de prêt sont favorables. Et comme on vient de le voir, les taux sont historiquement bas. Et aujourd'hui, renégocier un prêt est effectivement une transaction très avantageuse. Est-ce qu'on peut renégocier à n'importe quel moment son taux de crédit, Hervé? Effectivement, on peut renégocier son taux de crédit à tout moment, à savoir qu'effectivement, il faut que le crédit concerné soit en phase d'amortissement. C'est-à-dire que vous ayez payé déjà la première échéance de votre tableau d'amortissement. Donc la première échéance, c'est quoi? C'est la première année? C'est quoi? Pour donner effectivement quelque chose de beaucoup plus concret, quelqu'un qui achète un bien dans l'ancien se retrouvera effectivement à payer assez rapidement la première échéance, le mois suivant son acquisition. Dans le cadre effectivement d'une construction, il peut y avoir une période que l'on appelle le différé d'amortissement, qui va engendrer effectivement une période allant de 12 à 24 mois, où effectivement l'amortissement ne sera pas commencé. Voilà, c'est une chose qui en général est facile à percevoir. Une échéance est annoncée lors de la présentation du crédit avec l'établissement bancaire, qui est entre guillemets le loyer. Donc dès qu'on paye le premier loyer, on est en phase d'amortissement. Est-ce qu'il y a des frais si je veux renégocier mon taux de crédit à la banque? Oui, les frais sont donc réglementés. Les établissements bancaires, les banquiers pratiquent effectivement les pénalités de remboursement anticipé, qui sont donc de 6 mois d'intérêt à la date de la demande. Pour avoir effectivement un chiffre pour le particulier qui se pose la question,
il prend son tableau d'amortissement et additionne les 6 mois d'intérêt à venir dans le tableau d'amortissement. Donc c'est un calcul à faire pour voir est-ce que c'est intéressant, malgré les pénalités, finalement, de renégocier son taux de crédit. Ça ne pose pas de problème parce qu'effectivement le gain aujourd'hui est suffisant pour pouvoir absorber effectivement ce type de frais. Il faut préciser que ce type de frais qui est plafonné sur 3% du capital restant dû. Ça fait partie aussi de la réglementation. Alors Hervé, très concrètement, comment est-ce que je procède? Je suis un particulier, j'ai envie de renégocier. Je me dis c'est peut-être le moment, je vais renégocier mon taux de crédit. Comment je fais? Alors il faut apporter une petite précision pour nos téléspectateurs, effectivement, sur le vocabulaire. Donc il existe la possibilité d'aller voir son établissement bancaire, son banquier, pour lui demander effectivement la renégociation de son prêt. Là, nous serons donc dans une phase de renégociation. On peut aussi effectivement aller voir sur la place les établissements bancaires et demander un rachat de crédit. Là, dans le cas précis, on sera dans le rachat de crédit. Donc là, on peut effectivement faire jouer la concurrence. La concurrence, ce n'est pas seulement au moment où on achète, c'est aussi pour la renégociation du taux de crédit. Voilà, tout à fait. Effectivement, dans ce cas précis, dans la renégociation de crédit, la logique veut que, bien souvent, on aille voir son établissement bancaire et qu'on lui demande donc une renégociation du taux en vigueur. Oui. Une fois que cette demande est faite, si effectivement cette demande ne convient pas, il faut aller effectivement trouver d'autres établissements bancaires pour faire jouer effectivement la concurrence. Pour qu'on ait quand même un ordre d'idée, est-ce que vous pourriez nous dire combien on peut économiser à peu près, suivant, je sais pas, ça dépend effectivement du prix du bien, du taux de crédit qu'on a, est-ce qu'on négocie, mais qu'on ait une idée de combien on peut économiser quand on renégocie son taux de crédit? Alors, quand on renégocie son taux de crédit, effectivement, c'est variable, puisqu'effectivement, pour que la transaction soit avantageuse, il faut que la masse d'intérêt restant à venir soit quand même importante, donc le capital restant dû soit important, et que la durée restante à courir soit elle aussi importante. Donc, plus le capital restant dû est important, plus la durée est importante, plus le gain sera effectivement lui aussi important. À savoir que effectivement, si vous faites cette renégociation, il y a en dehors des pénalités de remboursement anticipé aussi, des frais de mise en place, frais de dossier et frais de garantie. Merci beaucoup Hervé pour ces conseils très intéressants à avoir. Et vous pouvez aussi peut-être vous tourner vers des courtiers, c'est votre travail. Hervé, vous pouvez aussi aider dans la renégociation des taux de crédit? Oui, effectivement, comme on vient de voir précédemment dans le cadre de la renégociation de crédit, le courtier intervient au moment où effectivement le particulier cherche un nouvel établissement ou veut effectivement voir différents établissements. Le courtier présente l'intérêt d'avoir un seul et même interlocuteur. Effectivement, notre volume d'affaires permet de faire bénéficier des meilleurs taux du marché. Et donc, effectivement, d'avoir une proposition rapide et efficace, donc un gain de temps. À savoir aussi que dans ce cadre-là, l'intermédiaire en opération de banque est très réglementé et toutes ces études sont gratuites. Dans notre profession, nous ne pouvons effectivement être rémunérés qu'une fois que la transaction est réalisée. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Merci beaucoup, Hervé. Hervé, est-ce que vous avez un jardin? Oui, j'ai un jardin, oui. Christophe, est-ce que toi, tu as un jardin aussi? Eh ben, regardez, ce reportage va vous intéresser parce que l'hiver approche. Bon, certes, il fait encore très chaud, mais est-ce que c'est intéressant de travailler dans son jardin l'hiver? C'est une question qu'on peut se poser, vous vous posez sans doute. Regardez ce reportage de Laurent Durusquec. Ce jardin a été réalisé il y a environ 8 ans sur un terrain qui était une prairie. Et l'objectif de ce jardin, c'était d'habiller cette maison et de ne plus voir la maison. Alors, cette saison, on ne laisse pas le jardin complètement de côté parce qu'un jardin demande de l'entretien toute l'année. Alors on a toujours quelque chose à faire, c'est ramasser des feuilles. Encore à cette saison, je pense qu'il y aura une dernière tonte, tailler les premiers arbustes, notamment ceux qui ont fleuri l'été. Et on profitera encore des graminées pendant tout l'hiver. On est en présence d'un abélia Édouard Goucher,
Et c'est une plante qui fleurit tout l'été, de juin à novembre. Et on a encore quelques fleurs, tu peux le constater. Et donc à cette saison, la végétation va diminuer et on peut commencer déjà à le réduire. C'est ce qui a été fait il y a quelques jours. On a coupé les branches les plus hautes. Voilà. Et après, au printemps, eh bien, il reprendra son port naturel. Alors des choses simples, oui. Lorsqu'un arbuste a fleuri l'été, tout de suite après, à la fin de fleur, on peut le faire, on peut le tailler. Tous les arbustes persistants, par exemple, une chose simple, peuvent être taillés tout au long de l'année, sauf dans des périodes trop chaudes ou de fortes gelées. Et là, vous ne risquez rien. Là, on est sur une partie donc, du jardin où il y a les bassins sur 3 niveaux et on a utilisé des plantes de bassin mais aussi des miscanthus. Alors les miscanthus que l'on a en fond de bassin, on va les garder pour avoir une décoration pendant l'hiver et au printemps, une fois que la végétation repartira, on va les recéper de telle façon que les plantes vont se reformer pour donner cet arbuste-là. Alors pour savoir les tailles à effectuer et à la bonne période, plusieurs moyens sont possibles. Contactez votre pépiniériste local ou bien après vous avez des revues spécialisées ou encore sur des rubriques internet, vous retrouverez des documents techniques pour les tailles. Et on retrouve notre pépiniériste Mathieu ici sur le plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour Vanessa. On retrouve aussi maître Stéphane Faugereau, bonjour. Dans quelques instants, on parlera de comment aider ses enfants à devenir propriétaires. Mais Mathieu, j'ai encore quelques questions à vous poser pour compléter ce reportage. Déjà, vous faites un métier qui a vraiment évolué ces dernières années. Oui, notre métier a évolué en tant que paysagiste. C'est un métier qui est relativement récent, qui depuis les années 90 se démocratise, notamment grâce à la cession aux propriétés, aux résidences secondaires dans nos régions qui sont de plus en plus importantes, et surtout le jardin, la pièce à vivre de la maison. Et ouais, de plus en plus, les gens ont envie de jardiner. Alors, Voilà. Quelles sont les tendances? Vous l'avez un peu expliqué déjà dans le reportage, mais quelles sont les tendances aujourd'hui? Alors, les tendances, ce serait plutôt retour au potager ou dans les arbres fruitiers. Alors là, on voit des vignes à l'image, hein. Alors Oui. les vignes aussi sont les bienvenues dans les jardins? Alors surtout dans nos régions, ou notamment sur le bassin de Brive, à l'époque on avait beaucoup de vignes, chaque propriété avait sa vigne, et sur ce jardin, on a souhaité notamment donner une petite touche, un petit retour aux sources. Alors les vignes, les arbres fruitiers d'une façon un petit peu générale, c'est ça? Oui, les arbres fruitiers. Aujourd'hui, on a aussi donc le jardin nous sert aussi de potager et éventuellement d'appoint alimentaire. Et ouais, de plus Voilà. en plus, on aime bien faire pousser des choses dans son jardin et puis les manger. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais est-ce qu'on peut planter n'importe quoi et n'importe où, sur n'importe quel sol? Alors non, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre en compte le type de sol que l'on a chez soi. Voir par exemple si c'est un sol argileux ou sableux, ou lourd ou léger. Et par exemple, pour un arbre fruitier, si vous avez un sol argileux, préférez de mettre un prunier, Un prunier plutôt que, par exemple, plutôt que par exemple un cerisier. un cerisier, ce sera plutôt dans quel... Dans un sableux, D'accord. c'est l'inverse. Mais alors si je suis jardinière ou jardinier du dimanche et que je ne connais pas trop le type de sol que j'ai, comment je peux savoir tout ça? Alors tout simplement, vous contactez votre pépiniériste local, producteur, qui lui va vous demander tout de suite votre type de sol. Et là, à partir de ce moment-là, il va vous amener sur un prunier, un poirier, éventuellement. Alors, l'hiver est là, même si parfois on peut en douter parce qu'il fait particulièrement doux. C'est sympa aussi d'avoir un jardin agréable l'hiver. Le jardin, c'est pas que l'été.
Alors Vanessa, je vais vous donner un conseil aussi aux téléspectateurs. Ce qu'il faut faire quand vous allez constituer votre jardin, c'est de choisir des plantes qui vont permettre d'avoir une activité tout au long de l'année. Et je vais vous citer 2 plantes. La première, c'est un abélia, alors soit grandiflora, soit Édouard Goucher ou dans d'autres déclinaisons, qui va fleurir du mois de juin jusqu'aux premières gelées. Oui. Et ensuite, vous pouvez prendre une bruyère d'hiver qui, elle, va fleurir du mois de novembre jusqu'à fin avril. Donc, tout simplement, apprenez la tranquille. boucle est bouclée. De toute façon, j'ai l'impression que même s'il y a de plus en plus de jardiniers amateurs, l'idée, c'est pas de s'enquiquiner trop, c'est aussi de faire des choses dans le jardin où voilà, il faut pas trop d'entretien non plus. C'est aussi un peu ça la tendance, non? Oui, la tendance, c'est ça aussi. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser des plantes vivaces, des graminées, des arbres fruitiers, le plus simple possible. Et voilà. Et puis le conseil, c'est aller voir votre pépiniériste, effectivement, qui peut vous conseiller tout ça. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces infos. Maître Faugeron, est-ce que vous avez un jardin, vous? Oui, j'ai un jardin, oui. Et vous allez voir votre pépiniériste? Je crois que je ne vais pas le voir assez souvent et je devrais y aller un peu plus. Et ben voilà, le conseil aussi pour Maître Faugeron. Alors, Maître Faugeron, si on a envie d'aider ses enfants à devenir propriétaires, c'est la thématique du jour, est-ce qu'on peut faire un don d'argent à un des enfants pour l'aider à acheter, par exemple, tout simplement? Heureusement que les parents peuvent donner un petit coup de pouce à leurs enfants pour les aider à réaliser leurs rêves. Simplement, il faut qu'ils y réfléchissent un petit peu pour voir quelles sont les conditions de la remise de cet argent. Est-ce que c'est vraiment un don ou est-ce qu'ils souhaitent plutôt faire un prêt? Parce que le prêt, bien entendu, est envisageable. Ou un don qui, normalement, il ne doit pas y avoir de retour en arrière. Dans les 2 cas, il faudra de toute façon il vaut mieux faire un écrit. Toujours avoir une trace écrite. Est-ce que ça peut être aussi une avance sur succession, par exemple? Alors, le don peut être fait en avance sur la succession, donc c'est-à-dire que ça viendra en moins au moment du règlement de la succession. Il pourra y avoir un rééquilibrage avec les frères et sœurs. Ou alors, ça peut être précisé dans l'acte notarié de donation que c'est un avantage définitif qui est conféré à celui qui reçoit la somme d'argent. De toute façon, il y aura des conséquences fiscales sur le don d'argent. L'État a essayé de promouvoir la remise d'argent, justement la transmission avancée de remise d'argent entre les générations, donc, et de favoriser le don d'argent du vivant des parents. Donc il a créé, outre l'abattement fiscal de 100 000 euros que chaque personne dispose, dont chaque personne dispose vis-à-vis de ses parents, un don spécial, un abattement spécial de 31 865 euros pour chaque personne vis-à-vis de chacun de ses parents. Donc un couple peut donner jusqu'à 262 000 euros vis-à-vis de chacun de ses enfants. Donc, et cela sur une période de 15 ans. Alors un couple qui a 3 enfants, Pierre-Paul-Jacques, il va donner plutôt à Pierre parce que c'est Pierre qui peut-être en a besoin à ce moment-là, bien sûr. etc. Est-ce que les Paul et Jacques peuvent demander Pierre-Paul-Jacques? Je ne sais plus les prénoms que je dis. Paul et Jacques peuvent-ils demander des comptes? Alors Paul et Jacques pourront un jour demander des comptes. Ils n'ont rien à dire, juridiquement en tout cas, au moment de la remise d'argent à Jean, le premier. À Pierre, pardon. Bon, pour assurer la sérénité familiale, il vaut mieux, quand c'est possible, en parler de toute façon au moment du premier don. Tous les enfants n'ont pas forcément besoin d'argent tous en même temps, et donc il peut tout à fait être envisagé d'avoir un premier don fait à Pierre, et puis quand ces enfants en auront besoin, si les parents en ont la possibilité de faire des rattrapages, par une donation-partage, ce sera encore mieux, c'est-à-dire dans un acte notarié qui regroupera l'ensemble des dons faits dans le passé et le rééquilibrage. Sinon, le rééquilibrage se fera au moment du règlement de la succession des parents. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de tout noter par écrit et éventuellement d'aller chez son notaire. Bien sûr. Hein. Il faut se dire qu'il faudra qu'il y ait une trace écrite pour définir déjà si c'est un don ou si c'est un prêt, et puis pour définir les conditions du don ou du prêt. Donc il vaut mieux, quand on a ce projet-là, quand les enfants ont ce projet-là, quand les parents ont ce projet-là, en parler à son notaire. Il vous dira s'il y a lieu, dans le cas de votre famille, ou de ne pas faire un simple don manuel. Si on a un seul enfant, un don manuel peut suffire, donc sur une simple déclaration fiscale, ou de faire un acte de notarié s'il y a des choses plus compliquées.
Donc. Un autre conseil en off de Maître Faugeron, pour éviter les querelles familiales, et notamment entre frères et sœurs, ne faites qu'un enfant. Mais ça, c'est du off. Merci. C'est entre nous. Hein. C'est entre nous. Merci Maître Faugeron. Merci aussi Mathieu Mira, notre pépiniériste. Vous pouvez évidemment voir et revoir cette émission sur telim.tv, sur demain.fr également. Et puis n'hésitez pas, pour en savoir plus, à aller sur le site imonote.com. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.